Bonjour, aujourd'hui on va commencer l'anatomie régionale du pelvis et du périnée. Une petite vision de ça dans la vue globale. Le pelvis c'est une région du corps entourée par le squelette pelvien, ok? Entourée par le squelette pelvien, les éléments inférieurs de la colonne vertébrale, la partie osseuse. Il est divisé en deux grandes régions. La région supérieure qui est le faux grand pelvis et est une partie de l'abdomen, et la région inférieure, qui est le vrai, qui est le petit pelvis, qui est la cavité pelvienne. La cavité pelvienne, elle, est en forme de bol et est en continuité en haut avec la cavité abdominale. Le rebord de la cavité pelvienne, l'ouverture supérieure du pelvis, forme un cercle osseux complet. Le plancher pelvien est une structure fibromusculaire séparant la cavité pelvienne située au-dessus du périnée, située au-dessus. La cavité pelvienne et, et périnée, c'est situé en dessous. On appelle le plancher pelvien. Périnée est au-dessous du plancher pelvien et sa limite inférieure est formée par l'ouverture inférieure du périnée contient les orifices terminaux des appareils gastro-intestinaux et urinaires et il a l'orifice, l'orifice externe des voies de la reproduction et les racines des organes génitaux externes. Pelvis périnée, là, le petit pelvis d'un côté, qui est un bol, va délimiter la cavité pelvienne. Cette cavité pelvienne est limitée en bas par le plancher pelvien et en dessous du plancher pelvien, dans le périnée. Petit pelvis, plancher pelvien et périnée. Donc, trois régions du pelvis. On commence par les os et la ligne terminale constitue les deux tiers inférieurs. Cette ligne est continue à former le rebord de l'ouverture supérieure du pelvis. Nous avons la ligne terminale. Et, euh, et ici, la ligne terminale. Okay? C'est elle qui va donner l'orifice d'entrée supérieur du pelvis. Dans la face latérale de l'os coxal présente une vaste cavité articulaire, ok, pardon, ici, acétabulum, qui, qui va s'articuler avec la tête et de conforme à la partie osseuse du pelvis, à l'os coxal. Vous avez la ligne terminale, vous la voir, portant sur la ligne terminale. De mon temps, on appelait ça la ligne innominée, donc en fait, on va trouver un nom, c'est la ligne terminale. Et en haut, vous allez avoir un pelvis, et en bas et en arrière, vous avez le petit bassin. Et voilà, ici, partie pelvienne. Le vaste fundament en dessous, là où on était. Le squelette, nous avons en bas le foramen obturé et ici la symphyse féminine. Donc, la partie qui nous intéresse, c'est toutes les parties qui sont en deçà de la ligne terminale. Les composants de l'os coxal, nous avons trois composants. L'ilium, c'est la partie supérieure, l'ischion, c'est la partie inférieure et postérieure,
et le pubis, qui est la partie antérieure. Les parties se réunissent au niveau de l'acétabulum, qui est la partie articulaire avec le fibule. Donc, nous avons un schéma qui nous montre l'ilium et ses différentes parties. Nous avons du côté médial et interne, nous avons la fossilière. En arrière, elle est limitée en arrière par la surface articulaire et en haut par la crête iliaque. Cette crête iliaque a un renforcement qui est le tubercule. C'est là que, lorsqu'on veut prendre des greffons osseux, qu'on veut faire des greffes, dès qu'on veut faire des fonctions de la moelle osseuse, c'est là qu'on va le faire. Cette crête iliaque est limitée en avant par l'épine iliaque antéro-supérieure et en arrière par l'épine iliaque postéro-supérieure. Et donc, ça, c'est la crête. Donc, ça, c'est l'ilium. En avant, nous avons le pubis, qui est formé de la branche supérieure du pubis et d'une branche inférieure. Ok. Et en avant, on va retrouver le tubercule du pubis et la crête du pubis. Pour les deux branches supérieures et branches inférieures du pubis. Et en arrière, on va avoir l'ischio. Et il y a la tubérosité ischiatique et sa branche de l'ischio, la branche ici. En gros, sur les différentes parties euh, que j'avais besoin de reconnaître pour lorsqu'on ça. Tandis que en arrière, on a le sacrum, qui a l'aspect d'un triangle inversé, c'est en bas, et est formé par la fusion des 5 vertèbres sacrées. La base du sacrum triangulaire, donc, sommet inférieur, ok. Et il y a une face antérieure qui est creuse, qui est concave, une face postérieure qui est convexe. Et on va retrouver les foramen sacrés et où sont justement les nerfs. Et, et à l'intérieur, nous avons une cavité qui est le canal sacral. Les articulations, on a les articulations lombo-sacrales, donc avec la colonne lombale, ok. Ça comme s'articule en haut avec la partie lombale de la colonne vertébrale. Donc, nous avons l'articulation lombo, ok. Donc, c'est situé entre la cinquième vertèbre lombale et le sacrum. Les deux articulations zygapophysaires, comme vous nous dites, ok. Donc, les deux, excusez, mais j'étais en train d'admettre déjà. Donc, nous avons les articulations, les articulations zygapophysaires et le tour du disque intervertébral. Et c'est la charnière lombo-sacrale. Donc, première articulation, articulation au sacral. Ok, je suis pas d'accord. Ok. Après les articulations lombo-sacrales, nous avons les articulations entre le sacrum et l'ossiliaque, donc les articulations sacro-iliaques,
Et en avant, on va retrouver un symphyse pubienne. Donc, les ligaments importants et si vous avez les ligaments, ça devient antérieur. La symphyse pubienne. L'orientation en position anatomique, le pelvis orienté façon telle que le corps frontal du sommet de la symphyse pubienne et les épines iliaques antéro-supérieures de la pelvis sont dans le même plan, dans le même plan vertical. C'est ça? L'ouverture supérieure du pelvis qui est représentée par la ligne terminale sont conséquences de l'ouverture supérieure du pelvis qui marque que l'entrée dans la cavité pelvienne est inclinée pour regarder en avant. Docteur Deman, Et docteur, oui, je t'écoute. pourquoi faire un petit parler plus fort parce que nous manquons de oui. Ok. S'il- Et l'homme parle comme ça, nous entendons? Plaît-il? Kounia, est-ce que nous entendons bien? Oui. Non, parce que si nous entendons bien, c'est parce que je suis à Jacmel et il y a la pluie. Ah, ok. Pas Et de donc, problème. c'est bruit la pluie hein, qui a empêché de parler fort. Et qui empêche et sont bien sortis. D'accord. Ok? Yes. Donc, en conséquence, l'ouverture supérieure du pelvis, qui marque l'entrée dans la cavité pelvienne, est inclinée pour regarder en avant. Et les corps des pubis et l'arc ischio-pubien sont positionnés dans un plan presque horizontal regardant vers le sol. Ici. OK. Donc, vous avez l'orientation. Tout ça pour dire tout simplement que le petit pelvis, le petit bassin, le pelvis, il est orienté en arrière. OK. On continue. Les différences qui existent entre l'homme et la femme. Que rien qu'on regarde dans le bassin, ah ouais, qu'il y a une différence entre le bassin de l'homme et le bassin de la femme. Tout simplement parce que c'est à l'intérieur de l'ouverture supérieure du pelvis que la tête de l'enfant doit passer. Donc, Kaime Damio, il supposait pilage. OK? Et au niveau de la symphyse pubienne, nous avons un arc qui est beaucoup plus ouvert. Donc, le pelvis de la femme et de l'homme diffèrent souvent, diffèrent sous plusieurs aspects, dont beaucoup sont liés au passage du bébé au travers de la cavité pelvienne de la femme durant l'accouchement. L'ouverture supérieure du pelvis de la femme est de forme circulaire, on le voit là, comparée à l'ouverture supérieure du pelvis en forme de cœur, ok, chez l'homme. La forme plus circulaire est en partie due au promontoire, ok, pardon, promontoire en arrière, moins marqué et à l'aile plus large du sacrum chez la femme. Donc, l'aile est plus large et le promontoire est moins marqué. L'angle formé par les deux bras de l'arcade pubienne, en bas, est plus ouvert chez la femme de 80 à 85 degrés que chez l'homme, qui est plutôt de 50 et 60 degrés. Les épines ischiatiques ne se projettent généralement pas aussi loin médialement dans la cavité pelvienne chez la femme que chez l'homme. Et ici, les épines ischiatiques, beaucoup plus saillantes chez l'homme que chez la femme. Donc, le vrai pelvis est de forme cylindrique et présente une ouverture supérieure, une paroi et une ouverture inférieure. L'ouverture supérieure est béante alors que le plancher,
Le plancher, c'est qu'il est fermé. Il est fermé. Ouverture inférieure séparant la cavité pelvienne. OK, c'est le plancher. OK, au-dessus du périnée et en dessous. OK? Ouverture supérieure. OK? L'ouverture supérieure du pelvis, c'est une ouverture circulaire. Circulaire chez la femme en forme de cœur chez l'homme. OK? Entre la cavité abdominale et la cavité pelvienne à travers laquelle les structures passent entre la cavité abdominale, les cavités abdominales et pelviennes. Elle est complètement entourée par des os. Donc, de chaque côté, nous avons l'ossignac en arrière de sacrum. OK? Et leur articulation. Le promontoire du sacrum, ici, comme ça, fait saillie dans l'ouverture. Et ça, c'est ça que la forme de cœur, fait saillie dans l'ouverture supérieure en formant son bord postérieur sur la ligne médiane. De chaque côté du promontoire, donc on était là, de chaque côté, de chaque côté du promontoire, le bord est formé par l'aile du sacrum. Promontoire, aile du sacrum. Le bord de l'ouverture supérieure du pelvis croise ensuite l'articulation sacro-iliaque pour se poursuivre le long de la ligne terminale, c'est-à-dire la ligne arctée. Après ça, vous avez le pecten, qu'on appelle encore le tubercule du pubis, OK, ou ligne pectinée et la crête pubienne jusqu'à la symphyse pubienne. Donc, nous avons le promontoire, le bord de l'aile du sacrum, l'articulation sacro-iliaque, la ligne arquée, la ligne terminale qui comprend la ligne arquée, OK, le pecten du pubis et la crête pubienne. Et ces trois parties, rouge, bleu et mauve, forment la ligne terminale. La paroi pelvienne, OK? La paroi de la cavité pelvienne, les parois de la cavité pelvienne sont le sacrum, déjà vu, les os coxaux, au-dessous de la ligne, actuellement, au-dessous de la ligne terminale. En haut, là, c'est le grand bassin. De ligaments et de muscles. On commence par les ligaments. On a vu la partie osseuse déjà. Les ligaments sacro-épineux et ligaments sacro-tubéral. OK? Sont des éléments essentiels des parois pelviennes latérales qui délimitent des orifices entre la cavité pelvienne et les régions voisines. Ces orifices laissent passer des structures anatomiques. Donc, le plus petit des orifices, donc le plus petit des deux ligaments, le ligament sacro-épineux, est de forme triangulaire, avec les deux formes triangulaires, avec le sommet fixé à l'épine ischiatique et sa base insérée au bord voisin du sacrum et du coccyx. Le deuxième ligament, qui est plus gros, le ligament sacro, qui part du sacrum tubéral, a également une forme triangulaire et est superficielle par rapport au ligament sacro-épineux. C'est ça qui fait que, dans le schéma ça, comme c'est en dedans à regarder, nous jouons d'abord le ligament sacro-épineux, et puis en dehors, le ligament sacro-tubéral. Donc, le ligament tubéral, il est superficiel. Ces ligaments stabilisent le sacrum, donc c'est schéma ça à prendre, sur l'os coxal en s'opposant au déplacement vers le haut de la partie inférieure du sacrum. Il transforme également en foramen, ici, foramen, la grande et la petite incisure ischiatique. Donc, le grand foramen ischiatique est situé au-dessus du ligament sacro-épineux et de l'épine ischiatique, tandis que le petit foramen est situé au-dessous
de l'épine ischiatique et du ligament sacro-épineux. Entre les ligaments sacro-épineux et sacro-tubéral. On avait dit que la paroi était formée d'os, essentiellement en avant la partie inférieure de l'os iliaque et de l'os du sacrum, des ligaments et de deux muscles. OK? Et ces muscles-là, c'est le muscle piriforme qui va séparer la grande échancrure ischiatique, le foramen ischiatique. OK? Tu te rappelles? Le grand foramen ischiatique. Il va donc le transformer en deux orifices, suprapiriforme et infrapiriforme. Et vous avez le muscle obturateur interne qui est plat en forme d'éventail et qui a son origine sur la face profonde de la membrane obturatrice. Il se trouve au niveau ici, ok, du foramen obturé. C'est là qu'il va s'attacher, ok. Et pour sortir, pour aller s'insérer au niveau du fémur. Donc la paroi, c'est deux muscles, deux ligaments et deux os. Voilà, les parois. Donc là, on retrouve les muscles, l'obturateur interne, ok, dont la fonction, c'est la rotation latérale de la hanche. Donc, il va tourner le pied en dehors et abduction de la hanche en flexion. Donc, il faut d'abord fléchir la hanche et à ce moment-là, ça va écarter le genou du plan médian. Ensuite, deuxième, c'est le piriforme, ok? Rotation latérale de la hanche en extension, ok? Donc, la même chose. Et abduction de la hanche en flexion. Donc, ils ont à peu près la même action. Maintenant, dans ces parois, elles vont comporter trois orifices à travers lesquels passent des éléments entre la cavité pelvienne et d'autres régions. Donc, nous avons ici d'abord le canal, donc ici nous avons le canal obturateur, ok? Et ensuite, vous avez le grand foramen ischiatique qui est séparé en deux parties par le muscle piriforme, ok? Et le petit foramen ischiatique, ok? Donc, le nerf sciatique, le nerf glutéal inférieur, le nerf cutané postérieur de la cuisse vont passer en dessous du piriforme. Au-dessus du piriforme, ce sont les vaisseaux glutéaux supérieurs. OK? Dans le foramen obturateur, c'est le plus simple. Vous avez les vaisseaux et les nerfs obturateurs. Et dans le petit foramen, OK, ischiatique, vous avez le nerf pudendal et les vaisseaux pudentaux et les nerfs de l'obturateur interne. Donc, le nerf pudendal, pudeur, c'est qui vont aller innerver la région des organes génitaux. Maintenant, ce petit bassin, ce petit pelvis, donc ce pelvis, il est fermé par une ouverture inférieure. L'ouverture inférieure du pelvis est de forme losangique, on se rappelle, de forme quatre bords, un, deux, qui sont antérieurs et un, deux qui sont postérieurs. Donc l'ouverture inférieure du pelvis est de forme losangique avec la partie antérieure du losange essentiellement limitée par des os, par de l'os, et la partie postérieure surtout par des ligaments sur la ligne médiane, en avant, ok, de l'ouverture inférieure du pelvis et la symphyse pubienne.
OK? S'étendant latéralement et vers l'arrière, la limite de chaque côté est le bord inférieur du corps du pubis. OK? Donc, symphyse, bord inférieur du corps du pubis. La branche inférieure du pubis. La branche de l'ischon et la tubérosité ischiatique. Ensemble, ces éléments forment de chaque côté l'arcade pubienne. Donc, tout ça. Symphyse pubienne, corps du pubis, branche du pubis, branche de l'ischon et ischon forment l'arcade pubienne. À partir des tubérosités ischiatiques, c'est là où il y a. À partir des tubérosités ischiatiques, les limites se continuent en arrière et médialement, donc voilà, en dedans, en arrière et médialement le long des ligaments sacro-tubéreux de chaque côté jusqu'au coccyx. Les parties terminales des appareils urinaires et gastro-intestinales et le vagin traversent l'ouverture inférieure du pelvis. Donc, maintenant qu'on a vu notre bol, il est fermé, on a vu l'ouverture, et qu'est-ce qui va fermer ça? C'est le plancher pelvien. Dans le plancher pelvien, nous avons deux entités, le diaphragme pelvien et la membrane du périnée. Le plancher pelvien est formé par le diaphragme pelvien et sur la ligne médiane en avant par la membrane du périnée et par les muscles de l'espace profond du périnée. Le diaphragme pelvien est formé de chaque côté par les muscles élévateurs de l'anus et coccygène. Donc, chaque fois qu'on va parler de diaphragme pelvien, on va parler des muscles élévateurs de l'anus et coccygène. Le plancher pelvien sépare la cavité pelvienne au-dessus du périnée en dessous. L'espace compris dans ces limites de l'ouverture inférieure du pelvis est situé au-dessous du plancher pelvien est le périnée. Donc, le diaphragme pelvien. On se rappelle, le diaphragme pelvien est la partie musculaire du plancher pelvien en forme de bol ou d'entonnoir et attaché vers le haut aux parois, ici, aux parois du pelvis. Il est composé des muscles élévateurs de l'anus et des muscles coccygiens. OK? Ici. OK? Le muscle élévateur de l'anus, il comprend trois parties. Le muscle ilio-coccygien, donc qui est lié à l'aile iliaque et au coccyx. Le muscle pubo-coccygien qui est né, qui relie le pubis au coccyx et le muscle puborectal que nous voyons ici. Okay? Les trois parties, OK, du muscle élévateur de l'anus. OK? Donc ça, vous avez le diaphragme. OK? Il y a deux muscles. Élévateur de l'anus et coccygien. On a les fonctions. L'élévateur de l'anus, il contribue à la formation du plancher pelvien il contribue à la formation du plancher pelvien qui supporte les viscères pelviens, maintient un angle entre le rectum et le canal anal. On verra cet angle qui va disparaître lors de la défécation. Renforce le sphincter externe anal et chez la femme fonctionne comme un sphincter vaginal. Tandis que le muscle coccygien, il contribue à la formation du plancher pelvien et supporte les viscères pelviens. OK? Il tire le coccyx vers l'avant après la défécation.
Membrane du périnée et espace profond du périnée. OK? On se rappelle, on le voit bien sur ce schéma-là. Donc, vous avez le diaphragme. OK? Et vous avez une partie ici qui est la membrane du périnée et l'espace profond du périnée. Je vais agrandir un peu. OK? Donc, on le voit bien. Donc, chaque fois que j'agrandis, je ne peux plus montrer. En tout cas, vous voyez où est-ce que c'est écrit espace profond du périnée et membrane du périnée. Donc, cet espace-là va séparer le pelvis du périnée. OK? Et la membrane, là, on retrouve la même chose. OK? Donc là, vous avez la partie supérieure et l'espace profond du périnée. Donc, la membrane du périnée est un épais fascia, structure de forme, comme on le voit ici, triangulaire, attaché au cadre osseux de l'arcade pubienne. OK? La membrane du périnée est orientée dans un plan horizontal, quand on avait vu avec l'orientation. OK? Dans un plan horizontal, donc on se réfère à ce schéma-là. On a un signe songel qui montrait le plan antérieur formé par les épines iliaques. Voilà, les épines iliaques antérieures. OK? Et la symphyse pubienne, vous avez un plan vertical. Et ici, vous allez avoir la membrane du périnée qui, elle, est donc horizontale. Et là, il représente le non, schéma ça. OK? Donc, le plancher pelvien, c'est le diaphragme pelvien, les deux muscles qu'on avait vus, et la membrane du périnée. Donc, la membrane du périnée est un épais fascial, structure de forme triangulaire attachée au cadre osseux de l'arcade pubienne, en avant, on le voit ici, triangulaire, attaché au cadre osseux de l'arcade pubienne. Elle est orientée dans un plan horizontal et a un bord postérieur ici qui est libre, pas rien qui marée sous lui, ça veut dire libre. En avant, il y a une toute petite brèche, OK, qui est montrée par la flèche bleue, entre la membrane et le ligament arqué du pubis. La membrane du périnée, vous avez oui, ce petit espace-là. OK? La membrane du périnée est un rapport au-dessus avec un espace, un étroit espace appelé l'espace profond du périnée qui contient une couche de muscles squelettiques et divers éléments, ici, on le montre, et divers éléments neurovasculaires. L'espace profond du périnée est ouvert en haut. Il est séparé des structures supérieures par une couche distincte de fascia. Les parties de la membrane du périnée et les structures de l'espace périnéal profond limitées au-dessus par le hiatus urogénital. OK, on peut ici. OK, et soutiennent les éléments de l'appareil urogénital de la cavité pelvienne. Même si la membrane du périnée et l'espace profond du périnée sont habituellement considérés comme des parties du périnée. OK? Donc, il y a aussi tel dans la partie du pelvis, mais on considère ça comme faisant partie du périnée. C'est un petit peu compliqué, en tout cas, qu'un ça, que ce bol-là a en dessous la membrane du périnée. OK? Il y a un fascia et un espace. Dans l'espace, on va avoir des muscles. OK? Donc, d'un côté,
vous avez chez la femme, donc vous avez le sphincter externe de l'urètre et l'ouverture du vagin. Puisque chez l'homme, vous avez simplement, dans cet espace profond du périnée, le sphincter, ok, externe de l'urètre. Bon, alors, on va s'arrêter là, ok? Je sais que ça fait pas beaucoup de temps, mais ça vous donne beaucoup de trucs à retenir, ok? Et au prochain cours, on verra les viscères. Donc, en gros, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le périnée à la forme de bol ou d'entonnoir, il est limité par des os, des muscles et des ligaments, ok? Ligaments, voilà. Ok, ces muscles et ces ligaments vont délimiter trois espaces. L'espace du grand foramen ischiatique qui est séparé en deux par le muscle piriforme, un espace supérieur où vont passer les nerfs glutéaux, nerfs vaisseaux supérieurs, un espace inférieur dont la plus importante structure est le nerf sciatique. Ils vont délimiter le canal obturateur et en bas, le petit foramen ischiatique. Donc, tous ces espaces faits qui forment le bol, qui est formé d'os, de ligaments, ok, et de muscles, forment le bol. Ce bol-là a deux ouvertures. Une ouverture supérieure, on se rappelle, qui était formée par le promontoire, les ailes iliaques, la ligne terminale qui a trois parties, la ligne arquée, le pecten du pubis et la crête pubienne, et qui est fermée en bas par l'orifice inférieur, l'ouverture inférieure du pubis, en avant faite d'os simplement, symphyse pubienne, corps du pubis, ok, symphyse pubienne, corps du pubis, ok, corps de la tubérosité sciatique et tubérosité sciatique, vous avez le premier triangle qu'on appelle le triangle urogénital, et en arrière, le triangle anal, qui lui est fermé par les ligaments sacro-tubéraux qui s'orientent en dedans pour aboutir au niveau du coccyx. Maintenant, tout cet ensemble-là est fermé par le plancher pelvien, ok, qui est formé des muscles coccygiens et des muscles élévateurs de l'anus, ok? Donc, ça, ce muscle-là et ce muscle-là, donc le muscle piriforme et le muscle obturateur, ce sont les parois. Fond bol, c'est les muscles coccygiens et élévateurs de l'anus qui comportent trois parties, ok? Et ça fait même bol là, ok? C'est le plancher pelvien, ok? Qui comprend donc le diaphragme, on vient de voir là, les deux muscles là, c'est le diaphragme, et la membrane. OK? Et voici la membrane. Et au plus profond de cette membrane, vous avez un espace, qui est l'espace profond du périnée, dans lequel on va retrouver des muscles. OK? Donc, n'a prêté là pour aujourd'hui. Est-ce que vous avez des questions? D'accord. Donc, on s'arrête là et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo.